ça m'a forcément ouvert des portes. Quand on a un nom qui est connu, les gens vous regardent avec une autre... voilà. Après, moi, je dirais pas que j'ai su en profiter, mais je veux dire, après, j'ai amené ce que je devais, moi amener, tu vois. J'ai un moment que je n'oublierai jamais, parce que moi, je suis à Tours. On n'a pas les téléphones, on n'a pas tout ça. Hein, et moi, c'est les gendarmes qui viennent sonner à ma porte pour m'expliquer que j'ai perdu mon petit frère. C'est là où tu décides de qu'est-ce que tu fais. Il faut continuer à vivre, il faut reprendre la vie et en tirer un peu les leçons. Et donc, en fait, tu crées un peu une carapace, quelque part. Et c'est comme ça qu'on prend contact avec Squeezie et qu'on monte cet événement, qui est un événement qui est allé au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Juste avant d'explorer le parcours de notre invité du jour, un grand merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à faire une pause avec nous chaque semaine. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un petit geste, mais ça nous aide énormément. Merci encore pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il y a des voix que l'on entend peu, et pourtant, elles dirigent des passions universelles. C'est le cas de mon invité du jour, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, en charge des 24 heures du Mans. Derrière une course mondialement suivie, il y a des souvenirs d'enfance, des rêves, des deuils et des convictions fortes. Il y a un homme qui cherche à lier passé et futur. Il dirige sans jamais chercher la lumière. Que reste-t-il d'un rêve d'enfant quand il devient un héritage à porter? Comment conjuguer discrétion et responsabilité d'un événement mondial? Comment se construire avec une histoire familiale marquée par un deuil et par une forte exposition médiatique? Aujourd'hui, on appuie sur pause avec lui pour rembobiner le fil de son parcours. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Donc on parlait des 24 heures du Mans, on va commencer par ça. Un événement, je le disais, mondial. Il y a plus de 300 000 personnes qui viennent sur le circuit. Il y a plus de 100 millions de personnes qui vont regarder la course chaque année. Mais toi, on va essayer de comprendre comment toi tu termines président de l'organisation, justement de l'association qui organise, de l'association, d'ailleurs je ne devrais pas dire une société, de l'association qui organise les 24 heures du Mans. Mais avant ça, c'est quoi ton premier souvenir à toi des 24 heures du Mans? Est-ce que c'était à 25 ans? Est-ce que c'était... Comment ça se fait? Et encore une fois, t'es né quand même pas très loin. Alors moi je suis né au Mans. Mes parents habitaient au Mans à l'époque pendant mes 3 premiers mois, et au bout de 3 mois, ils ont déménagé dans un petit village qui s'appelle Serran-Foultourte, qui est à 10 km d'Arnage. Et donc, je suis content parce que quand tu dis Arnage, j'ai l'impression que tout le monde devrait savoir où c'est Arnage. C'est comme si moi je disais, bon, je suis né pas loin, à 15 km de Rueil-Malmaison ou de Marseille. Alors, effectivement, Arnage, tu le sais, c'est un virage célèbre des 24 heures du Mans. Si tu parles d'Arnage à tous les Anglais, ils connaissent parce que c'est un des virages les plus célèbres. Absolument. Et donc je suis né là-bas, mais j'avais surtout un grand-père qui habitait au Mans. Et mon grand-père était né en 1900 et était passionné d'automobile. Il a failli faire les premières 24 heures du Mans en 1923. Ma grand-mère lui a interdit, et je pense que bien lui en a pris, parce que j'ai eu la chance de conduire une des voitures des années 23. Sur la terre, franchement, c'était pas très raisonnable, mais voilà. T'adores très tôt la course automobile, mais tu as une autre passion, c'est devenir médecin, en tout cas une autre volonté de devenir médecin. Ce que tu vas faire, tu vas continuer tes études, tu vas devenir docteur en médecine. Il y a eu un moment où tu t'es dit, c'était impossible, le rêve de devenir coureur automobile était improbable, impossible, et tu t'es dit, on va revenir sur quelque chose de plus sensé. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit, Pierre, ne rêve pas? Comment ça s'est passé, ce choix cornélien pour toi, entre cette passion, enfin ces deux passions? Ah, écoute, j'avais la passion du sport automobile, c'est certain. J'allais aux 24 heures du Mans tous les ans. Tous les ans. Et d'ailleurs, c'était la seule course qui existait à l'année. On ne suivait pas le championnat de Formule 1 tous les week-ends comme c'est aujourd'hui. Donc ça n'arrivait qu'une fois par an. Mais j'avais cette passion, mais pas encore cette passion de vouloir piloter, même si petit, je me suis retrouvé, on n'avait pas de simulateur à l'époque, hein, donc je me mettais dans la voiture de mon père
Et j'avais le circuit en tête et je faisais le tour du circuit avec le volant de la voiture. Enfin, bon, tu rêvais, quoi. On rêvait, mais j'imaginais pas transformer l'essai et devenir pilote. Mais par contre, je voulais être médecin, ça j'ai toujours voulu être médecin. Mais quand je suis arrivé vers un petit peu avant mon bac, et puis au début de mes années de médecine, j'avais un ami qui lui voulait être pilote et qui avait fait des stages, etc. Lui, c'était sérieux. Il voulait et là, je me suis dit qu'effectivement, c'était quand même quelque chose d'intéressant et que ça aurait pu être. Mais c'était presque trop tard. Et puis mes parents, de toute façon, ne m'auraient pas poussé dans cette direction. Donc j'y suis venu après. Tu es venu après. Donc tu termines ta formation. Tu deviens donc. Je termine ma formation. Alors un petit détail amusant, c'est que l'année de mon concours de médecine, c'est en plein pendant les 24 heures du Mans. Aïe. Et donc, je décide de ne pas y aller, alors que depuis 66, je n'avais pas loupé une seule fois les 24 heures du Mans. Et puis, donc il me reste des examens le vendredi et le lundi, autour des 24 heures du Mans. Donc, bien sûr, je suis sérieux et je bosse. Et puis, cette année-là, c'est une année où Jackie X est sur une Porsche, une année mythique, 77. Et... le dimanche matin à 4h, je me dis de toute façon c'est pas maintenant que je vais réviser. T'y vas. Et j'y vais. Et là, c'est une année mythique, donc tu es très content d'avoir fait. Et j'étais reçu à mon concours. Comme quoi, il ne faut pas forcément écouter ça à tous les parents, parce que... Si, il faut dire, ça ne sert à rien de réviser la veille. Il faut s'y prendre un peu plus à l'avant. Toi, tu commences à un moment à dire, j'ai envie aussi de piloter. Et d'ailleurs, tu vas le faire et tu vas bien le faire. Exactement. En fait, là aussi, je continue à suivre le sport automobile, la Formule 1. Et là, quelque chose d'amusant, je me retrouve invité par Essilor. Oui, évidemment, dans ton monde de l'ophtalmo. Dans le monde de l'ophtalmo, un Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Et à l'époque, c'était Jean Alési qui roulait sur une Tyrrell, qui était sponsorisée par Essilor. Donc on rencontre Jean Alési. Et je fais une rencontre dans le bus qui nous emmène au circuit. Il y a derrière nous quelqu'un qui dit une énormité sur la Formule 1. Et je regarde la personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas. Et tout de suite, on a la même réaction. Vous pouffez. Et ce garçon, je peux le nommer ? Bien sûr. Philippe Verdi, qui était ophtalmo à Paris. Et on discute. Et on est tous les deux complètement passionnés par le motorsport. Lui encore plus que moi, parce que lui, il fait même de la moto. Moi, j'ai jamais voulu faire de moto. Et donc, on passe le week-end ensemble. Il se trouve en plus qu'on avait un de nos enfants qui était les mêmes jours, qui était jumeaux. Et on décide de faire des stages de pilotage avec lui. Je t'arrête deux secondes. Tu crois au destin ? Oui, je pense un peu, parce que c'est vrai que c'est des rencontres qui changent ta vie quelque part. Alors, est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est le hasard ? Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Moi, j'ai toujours eu un peu de chance dans ma vie. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres, effectivement. C'est des rencontres qui font beaucoup de choses. Qui m'ont emmené quelque part. Ouais. Ouais, donc tu te laisses, là, sans te laisser forcément... Mais en tout cas, tu fais ces stages aussi. Et donc, je fais ces stages. On roule avec des formules Renault. On fait pas de course, hein, mais on s'amuse avec des amis. Et puis, je me mets aux cartes après. Moi, j'ai fait le truc à l'envers. J'ai d'abord conduit des monoplaces. T'avais pas 14 ans quand tu t'es mis aux cartes. Et là, on a créé avec des amis un club qui s'appelle Club Quadra, parce que le temps passe. Hein. Moi, je suis installé depuis une dizaine d'années. Et on s'organise un championnat entre nous de karting. Et puis, là, c'est là où je vais faire une autre rencontre qui probablement m'a amené là où je suis aujourd'hui, parce que c'était absolument imprévu. Je rencontre le patron de Dams, Jean-Paul Driot, qui malheureusement est décédé. Mais Jean-Paul, c'était au moment... Alors je le rencontre à Manicourt, au Grand Prix de Formule 1, et Jean-Paul avait lancé une Formule 1. Il était en train de créer une écurie de Formule 1. Il avait une écurie de Formule 3000. Et on se rencontre, on discute ensemble, et il voit que moi je suis complètement passionné de motorsport et tout, et il me dit, écoute, tu viens avec moi et on va essayer de faire des choses ensemble et tout. Et moi, mon frère à l'époque est ministre déjà, et donc en fait je l'aide à chercher des sponsors. Et puis lui, c'est le moment où il va commencer, il rencontre Don Panos, qui est aussi un milliardaire américain qui était fou du Mans et qui a lancé avec la CO à l'époque l'American Le Mans Series.
Et c'est lui qui ramène Don Panos et qui va faire courir la voiture. Et donc, avec lui, je rencontre Bernie Ecclestone. Je vais avec lui sur les courses de Formule 3000. Tu commences à ouvrir je me fais mon réseau. Ton réseau dans ce monde du sport automobile. Dans le monde du sport automobile. Et il est extraordinaire parce que, comme je sais piloter, il me fait piloter ses voitures. Et donc, c'est comme ça que j'ai piloté la Formule 3000 d'Alan McNish, celle de Sébastien Bourdet. Donc ta passion. Voilà, donc on est avant, tout ça c'est avant le Mans Classique, mais c'est certainement grâce à Jean-Paul que je reviens et que je me fais mon réseau dans le motorsport et que j'ai une connaissance du motorsport. Alors là, on parle, moi je crois énormément à ces rencontres, ces moments où c'est quelque chose qui va se passer, c'est cette personne qui a dit une énormité, elle l'aurait pas dit cette énormité, tu n'aurais peut-être pas regardé à droite, tu n'aurais pas créé cette relation qui t'a amené. Donc c'est assez beau et donc ce destin doit exister quand même. Mais on va s'arrêter, tu sais, dans Pause, toi qui connais Pause, on a des pauses amicales, familiales, on est des gens qui aime beaucoup l'invité, qui s'arrête et qui pose une question. On va commencer par écouter une question de quelqu'un que j'aime tellement, qui est une personne exceptionnelle, un entrepreneur incroyable, une personne avec une générosité infinie et passionné quasiment autant que toi, si c'était comme toi, du sport automobile, en particulier des voitures. On écoute une pause amicale de notre ami Richard Mille. Coucou Pierre, c'est Richard. Une question que je ne t'ai jamais posée, d'ailleurs je me demande bien pourquoi. Quelle est la voiture de tes rêves? J'ai hâte de savoir. Bisous, bisous. Donc peut-être déjà un mot sur Richard que tu apprécies aussi et que tu aimes aussi. Alors Richard, ça fait partie vraiment des très belles rencontres que j'ai faites. Richard, je l'ai rencontré d'abord par le biais de Le Mans Classique, puisque moi j'ai participé à quasiment tous les Le Mans Classiques, mais je rencontre Richard à Le Mans Classique, mais on est beaucoup plus proche avec Richard depuis notre aventure en endurance, puisque Richard, lui, est président de la commission endurance de la FIA. Et moi, qui est la Fédération internationale du sport automobile. Voilà. Et en fait, avec mon prédécesseur et avec Jean Todt, on a créé le championnat du monde d'endurance, ou on a recréé le championnat du monde d'endurance de la FIA en 2012. Il y a eu un premier président qui était Lindsay Owen-Jones, l'ancien patron de L'Oréal, et après il y a eu Richard. Et avec Richard, on travaille ensemble sur l'élaboration des règlements. Le succès d'aujourd'hui dans les règlements, c'est avec Richard qu'on l'a fait. Donc une rencontre magnifique. Et dans l'idée de trajectoire qui est la tienne pendant toutes ces années-là, on parle de famille. Tout à l'heure, tu parlais de ton frère, ministre. Il a été ministre, puis après, il est monté plus haut parce qu'il a été Premier ministre. Quand je lisais une interview sur la famille, tu as 4 frères, un Dominique, pianiste, qui lui a dit « ça a été très dur de vivre avec un nom qui était en fait peu connu ou pas connu du tout, même s'il y avait des choses qui ont été faites localement par ton papa et ta maman. » Toi, comment tu l'as vécu? Ça m'a ouvert des portes, c'est clair. Ça m'a ouvert des portes, mais je pense que ça t'en a fermé aussi, je pense. Moi, non. Mon petit frère, certainement. Ouais, parce que quand on a un nom, quand à ce nom-là, et qu'on est artiste dans un milieu qui est plutôt du côté politique opposé, c'est un peu plus compliqué pour lui. Non, moi, ça me... Il n'a jamais voulu changer de nom? Non, je crois, non, je pense pas. Ça arrive, hein. Oui, mais non, il a jamais voulu changer de nom. Mais pour en revenir à... Oui, ça m'a forcément ouvert des portes. Quand on a un nom qui est connu, les gens vous regardent avec une autre... voilà. Après, moi, je dirais pas que j'ai su en profiter, mais je veux dire... Après, j'ai amené ce que je devais moi amener, tu vois. Ma rencontre avec Jean-Paul Driot, forcément, quand je m'appelle Fillon, il a un œil différent. Et là-dessus, justement, les polémiques qui sont arrivées après, ou tout ce qui s'est passé pour ton frère, là aussi, tu les as vécues en première ligne, tu as essayé de protéger. Est-ce que les gens t'en ont parlé? Comment tu vis ces moments-là, qui sont des moments extrêmement durs pour lui? Oui, c'était une période très compliquée, très dure pour moi, pour mon épouse, parce que tu sais que mon épouse, c'est la sœur de... Oui, on va y revenir. C'est la sœur de l'épouse de mon frère. Donc, c'est étonnant. Forcément, on a vécu ça. C'était une période horrible, il faut vraiment le dire. Moi, j'ai surtout vécu ça comme une injustice, parce que c'était... Une condamnation, quand même. Oui, une condamnation. Donc injustice... Une condamnation, mais
pour moi, c'est une injustice parce que c'est pas vraiment la réalité. Donc, c'est toujours difficile de juger des faits 20 ans après, etc. Mais peu importe. Mais en tout cas, il y a un acharnement, en tout cas médiatique, judiciaire. Il y a eu des décisions qui ont été faites, qui ont été prises. Mais c'est vrai que l'acharnement médiatique est virulent pour votre groupe, enfin pour votre famille. Oui, ça a été très dur pour la famille. Par contre, les gens, moi, personnellement, que ce soit mes patients, etc., j'ai toujours été soutenu. Ouais. Je veux dire, j'ai jamais eu des gens qui m'ont dit, on ne parle plus. On ne parle plus, ou c'est la famille qui est... Non, je dirais même que dans la Sarthe, je pense que tout le monde soutenait encore mon frère. Et par rapport à tes enfants, à toi, dans la même lignée-là, comment ils vivent ce sujet entre un oncle qui a un destin national ou international, toi qui diriges une des plus grandes courses au monde, c'est quoi la pression qu'ils ont au quotidien aussi? Il faut qu'ils trouvent aussi quelque chose où ils vont être le meilleur à l'international. Comment ils le vivent, ce prénom-là? Ce nom de famille-là? Ils t'en parlent? Vous en parlez? Est-ce que c'est un sujet? Non, j'ai envie de te dire si, on en parle, mais ils vivent ça très, très naturellement. On est des gens on est restés très simples. Mais c'est peut-être les autres qui ont une appréhension que vous n'avez pas. C'est le regard des autres plutôt. Non, ils sont restés. Tu vois, ma fille, elle était avocate, elle faisait de la fusion-acquisition. Elle a trouvé que d'un point de vue humain, c'était pas vraiment très intéressant. Aujourd'hui, elle est sophrologue, donc elle a complètement changé de bord. Mon deuxième fils, c'est un centralien, passionné d'informatique. C'est moi qui l'ai formé premier Windows, parce qu'on a commencé ensemble. Après, il m'a largement dépassé. C'est même lui qui me plantait Windows. Alors maintenant, il m'apprend plein de choses. Mais... Ton troisième est à Biarritz. Et mon troisième est à Biarritz. Oui. Donc lui, c'est lui qui voulait être pilote de course, toujours fan. Mais non, ils vivent ça très, très simplement. Oui. C'est pas... Et comme toi, je dirais pas qu'il y a pas de pression. Non, pas de pression. Mais et pour continuer sur la famille, parce qu'on parle de famille, là tu parlais de la fratrie, de tes 3 enfants. Vous êtes une fratrie de 4, un élément tragique. Et encore une fois, c'est des moments extrêmement durs que vous avez vécu, parce que vous étiez 4 frères. Donc on a parlé de François, Dominique, mais aussi Arnaud. Et Arnaud, lui, décède en un accident de voiture. Donc moi, j'ai perdu mon frère il y a 7 ans. C'est le drame de ma vie. Et j'en parle, même si c'est à chaque fois très douloureux. Toi, tu le vis comment quand ça arrive? Est-ce que rapidement tu arrives à trouver quelque chose de positif, de quelque chose qui est extrêmement dur? Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que vous en parlez souvent? Est-ce que tu en parles aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet évoqué avec la famille, ou vous l'avez enfoui et que vous mettez une plaque au-dessus et vous n'essayez jamais en parler? Alors, on n'en parle pas souvent, c'est vrai. Je dirais pas qu'on l'a enfoui, parce que c'est quelque chose que tu peux pas oublier, bien évidemment. Moi, tu sais, la mort, je l'ai rencontrée la première fois. J'étais en 3e, en seconde, je me souviens plus. Donc, j'ai 14-15 ans. Et je révise avec un copain chez moi, donc chez mes parents. Et c'est l'hiver. Et lui, il habite à 5-6 km de chez moi. Il repart sur sa mobilette. Et 20 minutes après, il est sur son lit de mort, écrasé par une voiture. Donc, pour moi, c'est le premier choc. La mort, je la découvre parce que je ne l'avais jamais vraiment rencontrée, tu vois. Donc là, très dur. Et je pense que c'est là où tu décides de qu'est-ce que tu fais. Il faut continuer à vivre, il faut reprendre la vie et en tirer un peu les leçons. Et donc, en fait, tu crées un peu une carapace, quelque part. Tu te dis, je ne peux pas y penser tous les jours, et de toute façon, il faut bien continuer. Et 2 ans après, effectivement, c'est un moment que je n'oublierai jamais, parce que moi, je suis à Tours. On n'a pas les téléphones, on n'a pas tout ça. Et moi, c'est les gendarmes qui viennent sonner à ma porte pour m'expliquer que j'ai perdu mon petit frère. D'ailleurs, comme il n'avait pas le permis, c'est pas lui que je pense. Ah oui. Et moi, je fais tour le Mans dans ma voiture en pensant que j'ai perdu François, qui est ton grand frère qui avait le permis. Et j'arrive et je vois sa voiture garée devant la maison chez mes parents. Et là, je réalise ce qui s'est passé. Et en fait, mon petit frère était parti avec un copain. Et il était en train de passer le permis, mais il ne l'avait pas encore. Et malheureusement, ça s'est terminé contre un arbre. Donc, oui, c'est un drame, un moment terrible. Moi, je suis en pleine étude.
c'est même pas longtemps avant mes examens, etc. Donc, je pense que mes parents nous ont beaucoup aidés, et puis oui, mais eux, ça les a complètement changés, ça c'est clair. Et ils ont donné une éducation à mon petit frère totalement différente. Le dernier, non? Moi, j'avais des parents, c'était dur, hein, fallait suivre la voie, etc. Bon, après, ça a été très différent. Cool. Déjà, le quatrième enfant, souvent, c'est plus cool. Mais tu vois, là, j'ai ressorti ma carapace. Ouais. Et parce que si tu y penses, ça reste insoutenable. Ouais. Et ça c'est insoutenable. C'est insoutenable. Mais et ta spiritualité, toi qui grandis dans un environnement chrétien, catholique, et encore une fois, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui parfois trouvent totalement injuste des événements de ce type-là, quand des gens beaucoup trop jeunes partent, soit ton pote en seconde, ton frère. Toi, par rapport à ça, à ce moment-là, tu combats ça, tu dis juste, mais tu crois moins, justement, la croyance te permet d'espérer. Comment tu raccroches? C'est quoi comment tu fais à ce moment-là quand tu tombes dans un vide aussi insensé? Sur le coup, tu te dis que c'est injuste et qu'effectivement, tout ce qu'on t'a appris, ça sert à quoi? Et puis, finalement, tu parlais d'espérance, oui, c'est vraiment le mot qui convient. Et voilà, moi, je continue à croire qu'il y a, en tout cas, je l'espère, qu'il y a une vie après. Et donc, qu'on retrouvera un jour tous ses amis, toute sa famille, tous ces gens qu'on aime. Donc, alors, voilà. Tu crois, toi? J'aime beaucoup l'espérance, oui, je crois. Je suis pas très pratiquant, je vais pas à la messe tous les dimanches, etc. La spiritualité. Mais je garde cet espoir-là. Je me dis que quand on voit l'univers, la vie, même s'il y a des choses qui s'expliquent, on peut pas encore tout expliquer. Ouais. Donc, et heureusement. Il est revenu te voir, ton frère? Dans un songe, dans un rêve? Dans des rêves, oui. Des rêves, oui. Oui. Ça fait du bien, non? Oui, ça fait du bien. On parlait tout à l'heure, tu me parlais de Jeanne. Alors ça aussi, il faut le comprendre, hein, parce que on parle de ton épouse ici, qui est donc la sœur de la femme de ton frère. Donc en fait, vous avez une sorte de relation assez géniale quand même entre les deux sœurs et les deux frères. Oui, avec des vrais cousins, puisque nos enfants sont des vrais cousins. Là, c'est les purs. Là. Écoute, là encore, ça fait partie alors peut-être du destin, mais donc moi j'ai rencontré Jen, ma femme, au mariage de mon frère. Mais à l'époque, j'étais avec quelqu'un d'autre. Quand on dit que les mariages, c'est là où on peut trouver sa future femme, et voilà. Écoute, elle aime pas que je raconte ça, mais je vais quand même le dire. Mais son père, sur le pas de la porte, et tout le monde était très en forme à la fin du mariage. Évidemment. Et il me dit, j'ai encore trois filles. Et 2 ans après, je l'avais pris au mot. Mais non, j'étais ravi d'avoir rencontré ma femme. Donc, on va revenir sur... Mais c'est vrai que ça a créé des liens très très forts entre les deux familles. Bien sûr. Entre mon frère. On avait déjà des liens très forts avec mon frère, et avec les deux sœurs, et les cousins. Et ils ont passé toutes leurs vacances ensemble. Ils ont des histoires à raconter géniales. On revient sur justement le parti plus professionnel. On a parlé tout à l'heure évidemment de toi en tant que médecin. On va se concentrer un peu sur l'ACO, sur ce qui est l'œuvre ta vie aujourd'hui, et maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, et je devrais dire plutôt depuis quasiment 30 ans, parce que tu rejoins l'ACO en 1995, donc il y a de nombreuses années de ça, et là tu rejoins, il faut le voir, hein, l'ACO, et c'est pour ça que j'avais besoin que tu nous expliques d'une manière assez concise, parce que je sais que tu pourras en parler pendant des heures. Qu'est-ce que l'ACO? Expliquez bien le modèle, parce que je trouve ça assez génial, le modèle, puisque il y a des sociétaires, puisque c'est comme ça que vous avez créé, comme ça a été créé en 1906. Si, c'est ça, donc il y a quelques années de ça, même si c'est en 1923, la première fois qu'il y a eu les 24 heures du Mans. Qu'est-ce que l'ACO? Voilà, si tu devais me pitcher, l'ACO, c'est quoi l'ACO? Donc si tu veux, voilà. L'ACO, c'est une association, donc loi 1901, donc c'est un automobile club, et donc c'est une association qui a 40 000 membres, et dont le premier objectif, c'est d'accompagner l'automobiliste dans sa vie de tous les jours. Alors il se trouve que mes prédécesseurs ont eu cette idée absolument géniale
on est au tout début de l'automobile et donc il faut tester, il faut aider les constructeurs à développer leur technologie et ils ont cette idée complètement folle de faire une course sur une route ouverte de jour, de nuit, par tous les temps, qui est un truc invraisemblable aujourd'hui quand on y pense. C'est les premiers à avoir eu cette idée des 24 heures. Il n'y avait pas eu quelque part ailleurs quelqu'un avait eu cette idée de 24 heures de course? Écoute, de mémoire, je pense que oui. Donc en fait, fou, ça. Il faut savoir que c'est l'ACO qui avait organisé le premier Grand Prix de l'histoire, gagnant un appel d'offres lancé par l'Automobile Club de France, le fondateur de la FIA aujourd'hui. Et donc l'ACO, elle organise les 24 heures du Mans, mais elle fait de la formation, elle fait... Aujourd'hui, les assureurs, les constructeurs font du dépannage, etc. Mais à l'époque, il fallait passer par un automobile club pour faire du dépannage. Moi, je me souviens de voir l'ACO qui venait régler les phares dans les villages. Aujourd'hui, c'est assez fou, automatique. Ça. Et voilà, donc c'était vraiment leur rôle. Mais c'était une petite association. Juste pour rajouter quelque chose, donc 95, c'est quand je deviens membre de l'ACO. Mais où je rentre vraiment comme actif dans l'ACO, c'est en 2004. Raison. Et puis après, président 2012, je connais ces dates-là, mais je voulais quand même dire que tu es membre. C'est-à-dire que, et en effet, membre comme 40 autres 1000 personnes qui vont payer une cotisation. Alors, ce qui est intéressant, si tu peux nous expliquer aussi, parce que beaucoup de gens ont déjà rejoint une loi 901 qui nous écoute, mais peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun modèle économique, puisque même si vous faites des bénéfices chaque année, ces bénéfices sont toujours réintroduits pour être réinvestis dans le développement de l'association. Donc il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de vente potentielle de l'ACO. Voilà. Donc ça justement, rentrons un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une volonté de changer ce système de membres? Est-ce qu'il y a un moment ou un autre de sociétaire? Est-ce qu'il y a un moment de se dire il faut qu'on soit plus dans l'air du temps, même si cet air du temps change très souvent? Est-ce qu'il y a un moment cette question-là? Non, je pense que si l'ACO existe depuis 100 ans, c'est justement parce qu'elle est restée une association. Alors c'est un peu tout, l'ACO. C'est l'association qui est au service des automobilistes, c'est l'association qui fait de la formation, c'est l'association qui organisait les 24 heures du Mans et qui a développé les championnats autour. C'est presque une fédération, puisque c'est l'ACO qui fait ces règlements, même si aujourd'hui on les fait avec la FIA, mais on reste propriétaire. La FIA va pas être contente. Tu dis, attention, c'est une fédération. Parce qu'il faut savoir que, alors on n'est pas une fédération, mais on est propriétaire du règlement aujourd'hui. C'est un peu la particularité de notre association avec la FIA. Ce modèle-là fait que l'association, et donc quelque part les 24 heures du Mans, ne sont pas achetables. Et d'ailleurs, l'ACO allait très très mal dans les années 95. Elle a été sauvée. Alors, il y a des pour et des contre, il y a des polémiques là-dessus, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça serait... Mais en attendant, avec le département de la Sarthe, voilà, et tout le monde a sauvé les 24 heures du Mans, mais c'est parce que la CO était une association, qu'elle était propriétaire de la licence pour organiser les 24 heures du Mans, qu'elle a gardé les 24 heures du Mans, parce que des gens qui veulent racheter les 24 heures du Mans, il y en a. Il y a eu des compagnies... il y a un moment quelqu'un qui a hésité de sortir la licence, de la vendre la licence? Non, justement. Non. Là, pour le coup, un de mes prédécesseurs, Michel Cosson, il s'est battu, il s'est même battu contre le département de la Sarthe pour garder les 24 heures du Mans dans la CO. Et quelque part, il a aussi sauvé la CO. Mais cette licence, personne ne peut organiser les 24 heures du Mans sauf la CO. La CO, qui est donc Automobile Club de l'Ouest. Effectivement, la CO ne fait pas elle fait des bénéfices, bien sûr, il faut qu'elle gagne de l'argent, mais 100% des bénéfices sont réinvestis dans l'association. Encore une fois, tu as expliqué que la CO fait tout un tas de choses autres que organiser les 24 heures du Mans, mais il y a aussi d'autres courses que vous organisez, parce que c'est les 24 heures du Mans camion, moto, karting. Donc il y a une liste. Pour bien comprendre, donc effectivement, les 24 heures moto existent depuis longtemps, les 24 heures camion un petit peu moins. Mais il y a tous ces événements qui sont organisés avec ce côté 24 heures sur place aux 24 heures du Mans. Mais après, les 24 heures du Mans, quand ça arrivait une fois dans l'année, aujourd'hui, c'est plus un business model pour un constructeur. Le constructeur, il peut pas dépenser des fortunes pour faire une course dans l'année et avoir une vitrine uniquement dans l'année. Donc c'est pour ça que la CO a commencé à organiser des championnats continentaux, l'European Le Mans Series, l'American Le Mans Series avec un Américain. Aujourd'hui, on organise l'Asian Le Mans Series. Et puis,
la rencontre avec Jean Todt où on organise le championnat du monde d'endurance. Mais Le Mans reste une marque aujourd'hui connue dans le monde entier. On parlait d'autres événements et là, j'entends parler de quelque chose qui s'appelle GP Explorer avec un influenceur, un youtubeur, une personne qui est très connue et qui est très suivie. Voilà, tu l'as dit, Squeezie. Alors, raconte-moi comment. Là, j'ai du mal parfois à me dire, tiens, un Squeezie d'un côté et de côté Le Mans. Donc, comment ça se passe cette rencontre? C'est toi qui vas lui demander de venir? C'est lui qui dit, je suis fan de sport automobile? Comment ça se passe? Non, alors là, pour le coup, j'y suis pour rien. Enfin, moi, personnellement, j'y suis pour rien. C'est même un choc de culture, hein, parce que la première fois qu'on m'a raconté cette idée-là, je peux en douter. On était, où est-ce qu'on va? Non, en fait, c'est venu par un garçon qui s'appelle Jean Thiraud, qui travaille à la com chez moi, qui entend Squeezie, qui dit, tiens, mais moi, je vais organiser une course avec mes autres copains influenceurs, une course de voiture. Et c'est Jean Thiraud qui lève la main, qui dit, et Jean, il dit, non, mais il faut que ça se fasse au Mans. Et c'est comme ça qu'on prend contact avec Squeezie et qu'on monte cet événement, qui est un événement qui est allé au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc explique l'événement pour les gens qui nous écoutent alors. Alors l'événement, c'était... À la CO, on est plutôt des puristes de la course, donc professionnels, gentleman driver aguerris, les usines, etc. Et là, c'est des influenceurs, donc un monde nouveau pour ma génération, qui décide de faire une course de monoplace avec des Formule 4 qui sont le premier étage des monoplaces entre copains pendant 1 heure sur le circuit Bugatti et ils vont faire une billetterie, etc. Des gens qui savent pas piloter, qui n'ont pas fait de stage, donc il faut organiser des stages pour eux, il faut les former. On découvre un monde incroyable parce que même quand ils viennent faire leur stage sur le circuit, il y a déjà des dizaines de jeunes qui attendent à la sortie pour les voir. Et c'est là où on découvre ce monde. Après, on lance la billetterie. On décide, dans un premier temps, de faire juste 40 000 personnes parce qu'on ne sait pas du tout comment va se passer l'événement. Et les 40 000 billets s'en vont en quelques heures. Et on découvre un public qui ne sait pas ce que c'est qu'un circuit. Et tous ces jeunes sont arrivés le matin à 6h30, ils ont fait la queue, on a ouvert les portes à 8h, ils se sont installés dans les tribunes, un silence total, ils attendaient qu'une chose, c'est de voir, en fait ce qu'ils attendaient c'est de voir en vrai leurs idoles qui voient que derrière un écran tous les jours sur les réseaux sociaux, et quand ils sont arrivés, ça a été la folie. Donc là, on parle d'un autre événement. Est-ce que tu peux, encore une fois, nous expliquer, c'est quoi ta journée type? Parce que là, c'est trouver des nouveaux événements, c'est trouver des sponsors, c'est convaincre des marques automobiles de venir au Mans et donc de lancer dans l'endurance. C'est un peu tout ça. Combien de personnes tu gères au quotidien? Donc aujourd'hui, la CO, c'est au Mans, donc au siège social sur le circuit du Mans, c'est 250 personnes. Et pour organiser le championnat du monde et les championnats continentaux, c'est 50 personnes qui, eux, sont à Boulogne. Alors, tu me parles de mes journées. Mes journées, d'abord, c'est tous les lundis, on a les réunions avec les équipes. Donc, on réunit le comité de direction. Après, j'ai un comité directeur. Donc, moi, je travaille... Parce que quand je suis arrivé, j'étais à mi-temps. C'est vrai, parce que pendant 6 ans, j'ai continué mon cabinet. Et puis au bout de 6 ans, j'ai eu la chance de trouver 2 jeunes qui étaient prêts à prendre la suite, ce qui n'est pas facile aujourd'hui parce que des médecins, il n'y en a plus beaucoup, comme tu le sais. Et puis il y a eu le championnat du monde, tout ça a pris beaucoup d'ampleur, donc il fallait que je sois à 100%. Mais j'ai un comité directeur avec des chefs d'entreprise de la région, et puis une commissaire aux comptes de Paris, qui est la trésorière de l'association, parce qu'une association, c'est une trésorière, voilà. Et donc moi, c'est un peu d'animer toutes ces équipes, c'est bien sûr de garder le contact avec tous les constructeurs, avec les sponsors, c'est pas forcément moi qui vais les chercher, mais c'est moi qui vais garder le lien avec eux, et puis travailler sur le règlement, parce qu'un règlement, il faut que ça évolue, et ce règlement, il faut qu'il soit attractif. Justement, toi, en tant que patron aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui te plaît le plus en disant ça dans ma journée, ou dans ma semaine, ou dans mon mois? Ça, c'est mon rayon de soleil. Parfois, je suis sûr qu'il y a des choses qui ne te font pas extrêmement plaisir. Je ne vais pas te demander d'ailleurs ce qui te fait moins plaisir, je te demande juste ce qui te fait le plus plaisir. Ce qui te fait le plus plaisir, c'est le sourire des équipes. Parce que
Des passionnés, 250 passionnés. C'est 250 passionnés. Et donc, c'est extraordinaire de bosser avec eux. Ils ont plein d'idées, ils ont... voilà, et puis, moi, peut-être ce que j'ai apporté, c'est le fait de dire que tout est ouvert. Il n'y a pas d'idée taboue. On peut tout imaginer. Et après, on va en prendre, on va en jeter. Il y a des choses impossibles à réaliser. On voit avec Jean Thieraud qui t'a parlé de travailler avec Squeezie. Sur la partie circuit, qu'est-ce qui a été le moment le plus drôle ou le plus émouvant que toi, tu as vécu sur ce circuit? Alors évidemment, pas forcément 72, 75, mais depuis 2012, depuis que tu es président de la CO, il y a un moment que tu aimerais tellement revivre, tous les jours, tellement c'était un moment unique. Un moment unique, le centenaire. Le centenaire. Le centenaire. 2023 ? Ouais, 2023, parce que ça, c'est un projet qui nous a pris 5 ans. Tout le monde a travaillé dessus vraiment de façon plus que 100%. Et c'était pour nous, c'était l'Everest à atteindre. Il fallait délivrer ce centenaire, il fallait en faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'événement des 24 heures. Et c'est délicat. Il y a eu un très 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 beau moment aux 24 heures, enfin au moment du centenaire. On a voulu célébrer les équipes et les bénévoles, parce qu'on n'a pas parlé, mais à la CO, il y a beaucoup de bénévoles. On n'organiserait pas les 24 heures du Mans aujourd'hui. Il y a quasiment 4000 bénévoles qui sont là pour organiser les 24 heures du Mans. Il y a les commissaires qui font un boulot extraordinaire sans qui tu ne ferais jamais de course. Et puis tous les bénévoles autour. Il y a des photographes, il y a toute la partie santé, sanitaire, etc. Et on les a tous réunis sur la piste. Et ils étaient tous là. Et il y a même la patrouille de France qui est passée au-dessus. Moi, j'ai une photo prise au-dessus de la patrouille de France. Tu vois la patrouille de France et toutes les équipes sur la ligne droite. Ça c'était un moment où j'ai pleuré. Et puis, il y a eu un très très beau moment au moment du centenaire. C'est c'est la première fois qu'on a fait un show. Parce qu'on faisait des concerts. Enfin, il y a des concerts aux 24 heures du Mans tous les soirs au moment des décès. Mais pour le centenaire, on a voulu faire un spectacle. Et on a fait un show avec des drones. Et quand tu vois le trophée des 24 heures du Mans dans le ciel, et puis après le logo des 24 heures du Mans, c'était un grand moment. Merci de mettre en avant les bénévoles, parce qu'il n'y aurait rien qui fonctionnerait dans ce pays sans les bénévoles, peu de choses, en tout cas sur la partie sportive, puisqu'on a besoin toujours de bénévoles partout, que ce soit Roland-Garros. J'en parle évidemment avec les Jeux Olympiques, puisque j'étais administrateur et j'ai eu la chance d'être administrateur des Jeux Olympiques pendant des années. Ces Jeux Olympiques de Paris ont existé et ont eu ce succès parce qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui sont bénévoles et qui étaient bénévoles avec le sourire, avec la compétence, avec l'envie de donner, de bien faire. Donc merci de les mettre en avant, qu'ils soient 2, 3 ou qu'ils soient des centaines de milliers. Qu'est-ce qu'on a besoin d'eux dans tous ces événements-là? Tu me parlais des concerts. On va s'arrêter 2 minutes à nouveau. On va refaire une pause. Ça va? Ça te va jusqu'à maintenant? Ça va très bien. On va faire une autre pause, mais cette fois-ci, on va faire une pause familiale. On a parlé de quelqu'un. Oui, vas-y. Il faut quand même que je réponde à Richard. Oui, t'as raison. Avant, on n'a toujours pas répondu à notre Richard favori. La voiture qui m'a toujours fait rêver, c'est la Ferrari 512M. Ça, vous n'allez pas l'avoir, la 512M? Je pense qu'on va l'avoir. On va voir où tu vas l'avoir. On va parler d'un musée dans quelques minutes. Mais avant ça, on attaque sur une autre question, une pause familiale. On a parlé de quelqu'un qui, évidemment, que tu aimes énormément et qui t'aime énormément. C'est ton frère, François, qui a une question à te poser. Et ça concerne tes autres compétences et tes autres qualités. On écoute. Je voudrais d'abord dire à Pierre qu'on est tous très admiratifs du travail remarquable qu'il effectue à la tête de la CO et pour le sport automobile et pour l'endurance en général. Et je voudrais lui poser une question. Quand est-ce que tu donnes un concert aux 24 heures du Mans? Car ce que beaucoup de gens avec qui Pierre travaille ignorent, c'est que c'est un excellent musicien, un très bon joueur de banjo. Et donc on attend un concert du président de la CO lors des prochaines 24 heures du Mans. Alors ça, c'est une autre partie de ma vie, effectivement. Ouais, ça, tu ne m'avais pas dit, celle-là. Heureusement que j'ai dû avoir François pour qu'il m'en parle. Non, c'est vrai, parce que j'y pense moins souvent qu'avant. En fait, merci François. Ça remonte à très loin. Un jour, je crois, j'ai 11 ans. Mon père sort de son bureau, puisque son étude était dans la maison.
Et c'est le soir, et il m'apporte une guitare. Et donc, il me dit, tu vas apprendre à jouer de la guitare. Pour demain. Presque. Et il m'emmène, je crois que c'est d'ailleurs presque le lendemain, un prof au Mans, c'était un Espagnol, José de Touris, de mémoire, il s'appelait, et j'apprends la guitare classique. Et donc, j'ai effectivement passé des examens. Je ne suis pas allé au conservatoire, mais j'ai passé des examens au conservatoire dans le cadre de l'école de ce professeur. J'ai appris à jouer des morceaux espagnols. Et puis, rapidement, je suis passé à la guitare folk. Et j'étais scout aussi. Et donc, on faisait des feux de camp, donc on chantait. Et donc, j'avais ma guitare, etc. Et puis... quand je me suis retrouvé en médecine, à Tours, il y avait une fanfare de médecine. Voilà. Et ça m'amusait, cette fanfare, qui s'appelait la Fallope. Et oui, c'est comme ça. Mais elle n'existait plus. Et en fait, avec des copains, pas tous de médecine, mais en grande partie, on relance la fanfare de médecine. Mais la guitare, ça ne marche pas dans une fanfare. Donc il faut que j'apprenne autre chose, et forcément un instrument à cordes, parce que je ne sais pas jouer du piano ni autre chose. Et donc j'ai appris à jouer du banjo 4 cordes, et j'ai joué pendant longtemps avec la fanfare, donc on s'appelait les brûleurs de fraises. On s'est même payé des vacances, parce qu'on allait jouer, je me souviens d'une tournée qu'on a fait sur côté on a fait Saint-Tropez, Cannes, Juan-les-Pins. Et on jouait le soir, on n'était pas forcément... Alors on jouait du New Orleans, là, pour le coup. Et je pense d'ailleurs, mon petit frère peut-être a eu un petit déclic avec cette musique, parce qu'il est venu jouer avec nous un peu, il jouait du dashboard. Et donc est-ce qu'on pourrait t'imaginer, pour répondre à ton frère François, est-ce qu'on pourrait t'imaginer, on t'a jamais proposé, maintenant les équipes vont le savoir, donc là peut-être qu'ils vont te proposer aujourd'hui j'aurais du mal, il faudrait que je m'y remette, te connaissant, tu faudrait travailler un petit peu, voilà, mais quelques mois, réunir les copains de la fanfare et jouer quelques morceaux de New Orleans comme Bourbon Street Parade ou des choses comme ça, mais je pourrais le refaire. Bon, voilà, mais réponse pour François. Merci à ton frère pour cette question. On revient sur ce sport automobile. Moi, j'ai une question. J'ai vu ces dernières années la Formule 1 devenir un effet... je ne sais même pas si c'est de mode, parce que la mode, normalement, ça passe. Là, ça dure. Aujourd'hui, les plus grandes marques y sont associées. On voit que c'est devenu quasiment du lifestyle quand on parle de la Formule 1. Donc, est-ce que tu vois ça aussi depuis... Moi, j'ai vu vraiment arriver depuis une série Netflix, ce qui est quand même assez fou de se dire ça. C'est qu'aujourd'hui, un média va réussir à totalement redynamiser un sport. Donc là, c'est cette série qui s'appelle Drive to Survive. Pour ceux qui n'ont jamais regardé, je pense que c'est des centaines de millions de personnes qui l'ont regardé sur Netflix. C'est extrêmement bien fait, bien réalisé, bien fait. Ça a redonné une certaine envie aux gens de regarder. Tu vois une compétition, toi, entre la Formule 1 et l'endurance? Tu penses que plus la Formule 1 va bien, mieux c'est pour l'endurance ou les autres sports automobiles, ou tu penses qu'il y a quand même une compétition, que ce soit une compétition réelle, puisque là on parle de constructeurs, ils n'ont pas des sommes non plus infinies, ou que ce soit les sponsors. Raconte-moi un peu comment tu le sens d'une manière la plus honnête possible. Tu es content quand ça se passe bien pour eux, ou parfois tu te dis c'est pas plus mal pour nous? Non, je suis très content que ça se passe bien pour eux, parce que je pense qu'effectivement, cette série Drive to Survive, elle a évidemment remis les projecteurs sur la Formule 1, mais pour moi, elle a remis les projecteurs sur le motorsport en général. Et finalement, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a ramené tout le monde à se réintéresser au sport auto? C'est parce que ça raconte les histoires d'hommes qui sont derrière. Finalement, la voiture, c'est bien, mais bon... C'est important pour l'innovation, c'est important pour la mobilité, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard. C'est les pilotes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aventure humaine qui est derrière. Faire les 24 heures du Mans avec toute une équipe, parce qu'on parle souvent que du pilote. Bien sûr. Mais c'est le manager, c'est les mécaniciens, etc. Et c'est tous ensemble qui portent la voiture. Donc pour moi, c'est cette aventure humaine avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Les gens s'engueulent, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui a ramené
Et là, c'est toutes les générations, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient plus à la Formule 1 qui reviennent. Les filles se sont intéressées à la Formule 1, les jeunes se sont intéressés à la Formule 1. Et pour moi, c'est un vrai plus pour le motorsport. Donc ça pousse. Après, c'est pas un concurrent, la Formule 1. On ne peut pas se comparer à la Formule 1. Mais nous, on apporte autre chose, je pense. Une question... Il y a quelques années de ça, on va dire dans les années 2010, il y avait un moment dans cette décennie où il y avait quand même beaucoup de gens qui regardaient le sport automobile en disant c'est un sport peut-être qu'il faudra mettre de côté, où il faudra tout électrifier, parce que ça pollue, ça fait du bruit. Et il y a eu toute une période où ça a été mal vu, où c'était mal vu, aussi bien d'être un constructeur dans ce monde-là, même s'il y avait de l'innovation. Aujourd'hui, ces sujets-là ont majoritairement totalement disparu. Donc j'entends, et moi ça m'étonne pour être franc avec toi, j'entends plus jamais quiconque parler de Formule 1 ou d'endurance en disant oui mais il y a une dizaine d'années de ça, on a vu se développer la Formule E, qui est la Formule électrique. Toi, comment tu l'as appréhendé ça? C'était compliqué pour toi de convaincre il y a 10 ans de ça, certainement les sponsors et les constructeurs de revenir parce qu'il y avait cette quasiment fatwa sur les sports automobiles, c'est-à-dire on ne peut plus faire ça. Comment tu le vois aujourd'hui? Tu en entends encore beaucoup, souvent parler chaque année, il y a des gens qui viennent manifester en disant juste pas de sport automobile ou plus du tout? Alors, je dirais pas plus du tout, parce qu'il y a toujours des gens qui restent sceptiques, mais je pense qu'on a réfléchi et je pense qu'on a bien réagi. En tout cas, je ne vais pas parler pour la Formule 1, mais je vais parler pour l'endurance. En fait, la préoccupation de réduire la consommation et indirectement le CO2, à la CO, elle existe depuis longtemps, parce qu'elle commence avec Audi qui invente l'injection directe et qui la teste au Mans. En 2007, on parle avec Toyota a dit nous on vient, mais il faut qu'on vienne avec de l'hybride. On est les premiers à introduire l'hybride aux 24 heures du Mans. C'est pas Toyota qui gagne, c'est Audi, mais c'est une voiture hybride. Et il faut savoir qu'avec les LMP1 de l'époque, donc les Audi, Porsche et Toyota qui sont là dans les années 2012-2016, on réduit de 50% la consommation d'essence. C'est un truc énorme. Mais on n'en parle pas trop. Je suis d'accord, mais 50%, ça reste encore encore une fois, c'est encore un sujet réel. C'est pas comme si tu passais à zéro. Non, on passe pas à zéro, mais on se dit qu'il faut passer à zéro. En tout cas, il faut passer pas zéro consommation, mais zéro CO2. Et puis, on commence à plus parler du règlement climatique, parce que en 2010, on n'en parle pas vraiment. En tout cas, c'est pas. Aujourd'hui, on est au cœur du sujet. Et nous, dès 2017, on se dit qu'il faut décarboner le sport automobile, parce que d'abord, c'est notre rôle. Les 24 heures, c'est l'innovation, c'est préparer la mobilité de demain, c'est de servir du sport auto. Le sport auto, il n'invente pas tout, mais il accélère les choses par 100, par 1000. Parce qu'il y a des centaines de millions dépensés chaque année. Il y a de l'argent dépensé, et puis il y a une échéance, il y a une course à faire, et donc il faut la gagner, et donc les ingénieurs travaillent beaucoup plus vite. Et donc on se dit, pour décarboner, pour être zéro émission de CO2, qu'est-ce qu'il y a comme technologie? Il y a la batterie, et il y a 2, l'hydrogène. Moi, je connaissais un peu l'hydrogène parce que j'ai un ami qui travaillait sur l'hydrogène avec une société suisse qui s'appelait Green GT, qui a changé de nom depuis, mais à qui on est associé. Et la batterie au Mans, on va pas faire une course d'endurance qui va durer avec des relais de 10-12 minutes et des temps de recharge pendant 20 minutes. C'est impossible, parce qu'en plus, les batteries à l'époque sont pas là. Donc pour nous, l'hydrogène s'impose. Et on commence à parler d'hydrogène, puisqu'on sait qu'on va réduire les émissions de CO2 avec l'hydrogène. Puis entre-temps, l'hydrogène, on est en train d'y venir, mais on a introduit un carburant 100% durable. C'est-à-dire que dans le carburant qu'on utilise aujourd'hui dans toutes nos championnats, il n'y a pas de pétrole, c'est des résidus de vinicole, du Bordeaux en plus. Donc ça reste bien français, et on a réduit de 65% les émissions de CO2. Mais surtout, on s'est amusé à faire notre bilan CO2, on a fait le bilan CO2 des 24 heures, et là, on a une énorme surprise, parce que ce qui roule sur la piste avec les pneus, dans lequel maintenant il y a des matériaux durables avec ce carburant, c'est 1,4% du bilan des 24 heures du Mans, 65% du bilan des 24 heures du Mans. C'est les spectateurs. Qui viennent. Parce qu'il faut bien qu'ils viennent, il faut bien qu'ils dépensent sur place, qu'ils mangent, qu'ils se nourrissent, il y a des déchets, etc. Et en fait, au final,
cet événement des 24 heures du Mans, il fait pas plus de CO2 qu'un grand événement, qu'une Coupe du Monde de football, etc. Et c'est nous, aujourd'hui, ce message qu'on porte, et je pense que c'est ça audible, qui permet... audible aujourd'hui. Oui, je pense qu'il est audible. Pour ceux qui... Là, on parle de bilan carbone, pour ceux qui connaissent pas encore ces sujets-là, parce qu'on parle de plusieurs choses. Il y a les différents scopes, 1, 2 et 3. Ici, on a parlé essentiellement du celui que tu peux à peu près gérer et celui qui est directement impliqué, c'est-à-dire celui des constructeurs. Là, on parlait du troisième, scope 3, qui est en fait où tu ne peux malheureusement pas vraiment avoir d'influence. Et en gros, les gens qui doivent aller jusqu'à la Sarthe, soit qui viennent de New York, soit qui viennent de pas loin. Mais voilà, donc ça, c'est un sujet où tu auras du mal. Est-ce que c'est un message comment tu peux communiquer ce message-là? Tu peux pas faire grand-chose pour que les spectateurs... Si. Leur demandes, tu lui dis, passer à l'électrique, passer à l'hybride? Absolument. Aujourd'hui, on a été les premiers, on a créé ce qu'on appelle le Green Ticket. Et donc, si tu viens au Mans en prouvant que tu es venu avec une voiture électrique, ou en tout cas une voiture hybride, ou en covoiturage, ou en train, ou en vélo, si tu n'habites pas loin, eh bien, tu as une réduction. Et cette année, on met en place ce qu'on appelle l'Impact Challenge. On organise un espèce de grand concours pour les spectateurs, avec tout un tas il y a une espèce de parcours à remplir, avec des questions, qui tournent autour uniquement des questions environnementales, de la durabilité, et les premiers vont gagner des beaux cadeaux. Donc, passer un peu de temps avec Pierre. Une autre question, plutôt sur le succès. Et puis, on parlait de la F1 avec le Drive to Survive, qui a été vraiment un avant-après. 2015, 15 jours après le lancement de la billetterie, puisque vous lancez à peu près au même moment, 15 jours après le début de la billetterie, vous avez vendu que 40% des billets. Une année comme cette année, mais c'est le cas maintenant, dans l'heure, si c'est dans les 2 heures après le lancement de la billetterie, il n'y a plus rien. Donc les 300 000, on parlait de quelques personnes qui peuvent avoir un peu de réduction, génial. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ta présidence, déjà entre 2012 et maintenant? Il y a un moment où il y a un basculement. C'est quand ce basculement? Comment tu le définis, ce basculement? Parce que il y a un truc qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ça devienne un succès planétaire à ce point. Alors, il y a un premier événement qui s'appelle le Dieselgate, qui nous amène au retrait d'Audi, qui roule avec une voiture diesel, et au bout du compte de Porsche. Donc tu te retrouves avec Toyota uniquement. On n'a plus que Toyota, et on a surtout des budgets qui sont énormes, qui sont presque aussi importants que la Formule 1, sans les retombées. Les retombées ne sont pas les mêmes. Donc là, on parle de 250, 300 millions. Oui, pour l'endurance, plutôt 200 millions. Ouais. Donc considérable. Et on a un championnat, on a des 24 heures. Moi, je suis en charge des 24 heures. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Notre règlement ne va plus. Il faut qu'on invente un nouveau règlement. Et donc, on a imaginé un règlement où on a réduit les coûts, où on a gardé ce côté hybride parce qu'il faut continuer à aller vers la réduction de CO2. Et puis, on se dit qu'on a des fans qui adorent les marques. Parce que la Formule 1, c'est plus des pilotes. C'est le pilote qui est en avant. En endurance, on parle plus des duels, Ford, Ferrari, etc. Et donc, il faut que les fans reconnaissent les voitures. Donc, on a volontairement réduit parce que les voitures, elles étaient toutes décidées par ordinateur pour être le plus aérodynamique possible. Donc, elles se ressemblaient toutes. Donc là, on réduit les performances aérodynamiques des voitures, on accepte de réduire de 15 secondes autour les voitures au Mans, c'est pas rien, mais finalement, quand elles se battent entre elles, ça se voit plus. Et on redonne de la liberté aux designers. Et on se retrouve avec des faces avant qui sont, aujourd'hui, on peut reconnaître une Ferrari d'une autre. Et en parallèle de ça, donc là on travaille avec la FIA là-dessus, et en parallèle de ça, on s'ouvre aussi, on s'associe avec les Américains, donc les gens de l'IMSA. Les propriétaires de l'IMSA, c'est les gens de la NASCAR, avec qui on travaillait déjà. Et on décide, faisons un règlement commun, parce que le marché principal, il y avait la Chine, mais il y avait surtout les États-Unis. Et donc les constructeurs, ils ont besoin de s'exprimer à la fois aux États-Unis, d'abord aux États-Unis et après dans le reste du monde. Et donc avec ce règlement et cette convergence qu'on a fait entre les deux championnats, avec la même voiture, donc presque pour le même prix, on peut courir à la fois aux États-Unis toute l'année et au championnat du monde avec le sommet que sont les 24 heures du Mans. Et c'est ça qui a fait que... C'est ça qui, en tout cas, qui a ramené toutes ces marques. Et là, on revient, c'est que tu recommences à avoir des constructeurs. Il faut comprendre, à la fin des années 2010, tu n'as plus qu'une marque
qui est un constructeur, donc quasiment seul Toyota sur piste. Et là, en 2021, parce que c'est l'année où on voit commencer à s'ouvrir, puis 2022, tu te retrouves avec tous les constructeurs qui reviennent. Je crois que le premier qui vous a fait confiance, c'est Peugeot, c'est ça? Oui, c'est Peugeot. Donc voilà, donc Cocorico, qui à l'époque c'est Carlos Tavares, qui n'est plus agent, mais encore une fois, il faut féliciter les gens qui prennent des choix, parfois périlleux, où c'était le premier, et puis après, aujourd'hui, je crois que vous avez Ferrari, vous n'avez pas en fait aujourd'hui? C'est ça, vous avez Alpine. Aujourd'hui, on a Alpine, on a Cadillac, tu peux pas les oublier, BMW, on a Peugeot, on a Ferrari, on a Porsche, on a Toyota. Audi revient ou pas? On a Aston Martin, non, Audi va en Formule 1. C'est en 2030 en Formule 1. Mais l'année prochaine, on a la marque premium de Hyundai qui est Genesis. Et en 2027, on a Ford et McLaren qui reviennent. C'est beau. C'est beau, et il faut bien comprendre. Mais pour que tu parlais du pourquoi aujourd'hui on est à guichet fermé, je pense qu'entre-temps, on a aussi fait progresser. Enfin, on a changé complètement l'expérience spectateur des 24 heures du Mans. On a multiplié les fan zones, on a multiplié on a un village hydrogène, on a un village constructeur, on fait beaucoup de pédagogie, on a le critérium pour les enfants, il y a la fête foraine, il y a une fan zone pour la famille. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on a recréé. Les gens aiment venir. Et puis bientôt un concert avec Pierre et son groupe qui vous attendra. Mais on continue les pauses. Là, cette fois-ci, on a une autre pause amicale, quelqu'un que tu connais évidemment très bien, qui te pose une question un petit peu technique. Bonjour Pierre. Après cet incroyable succès de la catégorie hypercar auprès des plus grands constructeurs et du public aussi, avec l'introduction de l'hybridation en endurance et en particulier donc aux 24 heures du Mans, sachant que la CO et les 24 heures ont toujours été à l'avant-garde des innovations techniques. Comment tu vois la prochaine étape? À très vite donc Pierre. Salut. Tu peux nous parler de Jacques? Ah oui, alors Jacques, c'est une autre très très belle rencontre que j'ai fait. Jacques Nicolet, Jacques Nicolet qui est le patron de Ligier aujourd'hui. Jacques, son rêve, parce qu'il était dans l'immobilier, rien à voir avec Pierre et Vacances, et son rêve était de devenir un petit constructeur, un constructeur de voitures de course comme Lola. Et il a réalisé son rêve, puisque donc il avait créé d'abord Hawk Racing, et puis en fait il avait racheté l'écurie d'Henri Pescarolo. Et puis il a fini par acheter Ligier et aujourd'hui il est très impliqué en endurance, notamment en European Le Mans Series, en Ligier European Le Mans Series avec les LMP3. Un autre passionné. Il a fait les 24 heures du Mans, il a fait plusieurs fois les 24 heures du Mans et il m'a même proposé une année de les faire avec lui, mais en tant que président je ne peux pas faire les 24 heures du Mans. Habite bien, les gens vont te laisser passer. Donc qu'est-ce que tu lui réponds à Nicolas? Je lui réponds que la prochaine étape, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire complètement décarboner la course, en tout cas la partie sur la piste. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est l'hydrogène et les fuels de synthèse. Donc c'est tout ce qui... En fait, les 24 heures du Mans ne sont pas là pour imposer une technologie, ils sont là pour offrir aux constructeurs, si tu veux, la technologie qu'ils veulent développer. Après, c'est le marché qui va décider. Et je crois qu'il n'y aura pas une technologie du futur, il y en aura plusieurs. Parmi elles, il y a l'hydrogène, mais il y a aussi les e-fuels, etc. Donc le futur, c'est ça pour moi. On a, en parlant du futur, plus là, c'est dans quelques années, là, c'est demain, puisque là... Un autre événement est en train d'arriver au 24 du Mans et tous les gens qui vont venir ces prochaines années vont pouvoir en profiter. C'est un musée. Alors tu vas me dire, j'ai déjà un musée. Oui, en effet, tu as déjà un musée, mais là, il y a un autre musée qui va exister. Donc, c'est un musée, on en a parlé tout à l'heure, où tu vas avoir quelques voitures aussi de notre ami Richard Mille. Raconte-nous un peu ce musée. Donc, ça va être certainement un des musées où il va y avoir le plus de voitures, de collections au monde, en fait. Alors, ça ne sera pas forcément là, il y en aura le plus, mais ça va être là où il y aura les plus belles. Les plus belles. Ouais. Alors, c'est en fait le musée de l'automobile, il appartenait au département. Et on l'a racheté. La CO l'a racheté en 2017 ou 2018 de mémoire. Et donc, on l'a développé, puisqu'on est passé de 60 000 visiteurs à... Aujourd'hui, on est à 210 000 visiteurs. Donc, on a gardé les collections, plutôt orientées 24 heures du Mans, et puis l'histoire des 24 heures avec la famille Bollé, qui est un petit peu à l'origine de pourquoi Le Mans était très avancé en automobile à l'époque. Et puis, on y organise des expositions temporaires. En ce moment, c'est McLaren, on a eu Alpine, on a eu Peugeot, etc.
Et puis avec Richard Mille, qui est passionné par Le Mans, qui est aussi sponsor de Le Mans Classique, puisqu'on organise aussi le Mans Classique. Là, on fait recouvrir les voitures d'autrefois, et ça part de 1923 jusqu'en les années 90. Richard, il a une collection de voitures, et Richard, il a envie de la montrer, enfin d'en faire profiter les autres, parce que c'est pas juste pour les garder dans un garage, mais il peut pas le faire. Et il cherche un peu un endroit où le faire. Et on dit, multiplions par 2 la surface du musée, et on va en faire le premier musée du motorsport au monde. Combien de voitures ? Il y aura 110 voitures, mais surtout ça va tourner. Et il y aura une partie 24 heures du Mans, il y aura une partie très immersive. On va revivre le départ, la nuit. On va mettre vraiment les gens dans les conditions de la nuit, avec les bruits, les odeurs, tout ce que tu peux imaginer. Les garages. Donc ça sera la première partie. Et puis la deuxième partie, qui est dans la nouvelle partie qu'on est en train de construire, là, il y aura de la F1. Il y aura du Can-Am, il y aura de l'IndyCar, il y aura du rallye. Et Richard, en plus, il a des dioramas à échelle 1. C'est-à-dire qu'il a les camions de l'époque, de l'écurie Écosse, des choses comme ça, si tu veux. Donc on va recréer... Ça va être grand, dis donc. C'est combien de mètres carrés ? Ça fera 8600 mètres carrés. Les gens vont pouvoir passer quelques heures à visiter. Donc là, les travaux ont commencé, et ça sera ouvert pour les prochaines 24 heures. Pierre, on va bientôt terminer notre discussion ensemble, mais je vais terminer par une autre pause, mais cette fois-ci, ça va être une pause auto. C'est-à-dire que je vais te poser des questions. Tu peux expliquer pourquoi cette réponse-là. T'es prêt ? Je suis prêt. Ça va commencer facilement. Ton pilote favori ? Ah, alors donc c'est pas si facile alors. Non, il y en a tellement. Allez, tu aurais aimé être lui. Jackie X. Jackie X. Ton circuit favori, tu peux pas me citer ton circuit. Hein. Spa. Spa ? Parce que la vitesse, parce que la vitesse, la nature, le relief, l'endroit magique dans la forêt. C'est un circuit qui a une âme et qui est un vrai circuit de pilotage. Quand on parle de ces circuits, il existe encore, tu vas me dire beaucoup moins souvent, mais encore trop souvent, des accidents parfois mortels. On parle de Spa. Comment faire autrement que jouer avec ce risque ? Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, le sport automobile, c'est dangereux. C'est dangereux, on est d'accord. C'est dangereux. Après, rouler sur la route, c'est dangereux aussi. Faire de l'escalade, c'est extrêmement dangereux. Combien de morts au 24 du Mans depuis la création ? Tu me poses une colle. D'accord. Depuis que tu es président ? Il y en a eu un, Simonson, en 2013, avec une Aston Martin. C'est heureusement le seul. Sous ma présidence, mais il y en avait beaucoup plus autrefois. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits en termes de sécurité, que ce soit sur la piste. Il y a des millions qui ont été vraiment investis, rails de sécurité, et aujourd'hui il y a des safer barrières, il y a beaucoup, et dans les véhicules, etc. Et puis les véhicules, aujourd'hui avec les coques carbone, on a quand même beaucoup moins d'accidents graves que ce qu'on a pu connaître avant. Qui t'aimerait, alors toi tu en as connu un certain nombre, avec qui t'aimerais piloter, on va dire, voir piloter dans la voiture. Si tu avais une voiture, pas une monoplace, mais si tu pouvais être sur quelqu'un, ce serait qui ton pilote avec qui tu aimerais passer du temps ? Alors, il y en a un avec qui je l'ai fait, donc je vais forcément t'en parler, c'est Yannick Dalmas. Oui. J'ai gagné 4 fois Le Mans, et j'ai eu la chance de faire beaucoup de hot laps avec lui. Ce que tu appelles hot laps, c'est ça, justement. Donc des tours rapides avec lui. Et parfois, c'est lui qui est à côté de moi et c'est moi qui suis au volant. Ah oui, tu lui montres, moi aussi, moi aussi, je sais faire. La voiture mythique par excellence des 24 heures du Mans. Si tu dois en sortir une. Je t'ai parlé de la Ferrari 512e, donc je vais te la redire. Après, la Porsche GT40, c'est quelque chose de mythique. La Porsche 917. T'en as quelques-unes. Il y en a tellement. Ta voiture perso, plutôt bolide ou voiture ? Est-ce que tu es resté sur la GTI 205 de l'époque un peu ou tu restes familial ? Ça m'est passé parce que s'il y a quelque chose que j'essaye de faire, c'est vraiment de respecter la vitesse limitée sur la route. Aujourd'hui, pour moi, on roule vite sur les circuits, on roule pas vite sur la route parce que quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup moins de voitures. On pouvait encore peut-être faire ce genre des excès de vitesse, choses comme ça. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut plus faire. On a compris, donc j'ai une voiture aujourd'hui. Je vais te surprendre parce que en fait j'ai 2 voitures. J'en ai une à la CO qui est une voiture hydrogène, qui est une Toyota Mirai,
parce que je crois à cette technologie. Et ma deuxième voiture, c'est une Audi e-tron GT, donc 100% électrique. Oui, tu ne me surprends pas. J'espérais que ce soit les réponses. Une question sur quelque chose qui a été remis en avant ces dernières années, c'est le starter. C'est une personnalité connue, très connue, qui va venir mettre le drapeau à damier de départ. Drapeau français. Drapeau français, excuse-moi. Donc pas le drapeau à damier qui est le drapeau de fin. Là-dessus, si tu veux, tu en as eu un certain nombre très connu. LeBron James est venu, Zinedine Zidane évidemment. J'aurais dû commencer par lui. C'est quand même assez. Je pense que tu pourrais m'en donner un certain nombre d'autres. S'il y avait quelqu'un que tu rêverais d'avoir, faire ce drapeau français au départ, ce serait qui? Mick Jagger. Ah ouais, là tu aurais tout là ce serait l'idéal pour toi. Tu aurais ta musique exceptionnelle sur ton territoire. Mick Jagger. On lui a proposé pour le centenaire et il a hésité. Il avait été intéressé, il a hésité un peu, malheureusement il pouvait pas. D'accord. Mais il y a lui et puis alors on a eu Brad Pitt qui était absolument exceptionnel, qui est le seul d'ailleurs qui est resté 24 heures. Resté toute la nuit. C'est beau ça. Ah oui, c'était. Les autres sont arrivés, ils sont repartis. Oui, la plupart, ils viennent uniquement le samedi. Mais il est resté tout le temps. Il y en a un que j'aimerais bien vraiment faire descendre de l'hélicoptère avec le drapeau, c'est Tom Cruise. Bon, le message est passé. Pierre, si toi, puisqu'on est dans une pause, et la pause sert aussi parfois à prendre un temps à soi, seul, ou avec des gens, toi, elle est où ta pause? Quel est l'endroit où tu dis juste, ça, j'aime être dans ce moment-là, dans cet endroit-là? Il y a un endroit sur Terre, comme ça? Oui, c'est chez moi, avec mes enfants et ma femme, mes enfants et mon petit-fils. Donc, c'est chez toi. Là, t'habites où maintenant? Au Mans. Au Mans, voilà. Maintenant qu'on a passé ce moment-là ensemble, je pose la question à chaque fois, s'il y avait quelqu'un que tu me conseillerais d'inviter pour qu'il prenne ta place à ce moment-là, ce serait qui? Alors, je pense que ça serait intéressant que tu invites Jacques Nicolet, parce que tu ne l'as peut-être pas fait, non. Parce que c'est une très belle histoire. Il y a des... David Richard, peut-être. David Richard, parce c'est aussi une belle histoire. Quelqu'un qui est parti de rien et qui a construit et qui a eu un rôle important dans le sport automobile. Luca De Meo, patron actuel de Renault. Belle histoire également. Bon, je vois que tu restes sport automobile. Tu sais, j'ai envie de te dire que, je pensais à ça tout à l'heure, les 24 heures du Mans, ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris mon métier, ils m'ont pris toute ma passion, une partie de ma famille, parce que je suis pas là très souvent. Ouais. Donc c'est vrai que je trempe un peu trop là-dedans. Non, mais c'est ta passion, t'aimes ça. Tu sais quoi, dans la vie, on doit toujours faire des sacrifices. Moi, c'est ce que j'ai compris, donc il faut juste être assez à l'aise avec ces sacrifices-là, mais c'est difficile de toujours faire tout ce qu'on aime bien et de ne pas avoir sacrifié d'autres choses. Voilà, donc c'est un principe pour développer parfois le meilleur de nous-mêmes. Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, c'était un très beau moment. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.